Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder un sujet qui est au cœur de l'actualité, donc celui de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat 2021. Donc je me présente, je suis Julie Hamon, experte en droit social, et donc ensemble, nous allons tout au long de cette présentation, qui se déroulera sous forme de questions-réponses, traiter des différentes modalités de mise en place de cette prime. Alors nous savons que cette période est en effet très chargée, notamment pour les directions des ressources humaines. Donc voilà, cette intervention sur la prime dite Macron a justement pour but de vous permettre de répondre à vos questions les plus urgentes et bien évidemment de sécuriser vos prises de décision. Alors, pour rappel, le dispositif avait connu le jour suite au mouvement des Gilets jaunes et il avait été reconduit et modifié suite au contexte de la crise sanitaire. Donc cette année, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de nouveau reconduite suite à la publication de la loi de finances rectificative en date du 20 juillet 2021. Et d'ailleurs, certaines précisions ont été apportées par une instruction ministérielle du 19 août 2020. Alors, je vous propose de commencer tout de suite par évoquer les conditions pour pouvoir bénéficier de la prime et plus précisément, dans un premier temps, quels sont les bénéficiaires de cette prime. Alors, tout d'abord, il faut rappeler que la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, c'est une faculté qui est offerte à l'employeur, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'obligation de la verser, mais à partir du moment où il décide de son versement, il devra en faire bénéficier tous ses salariés, y compris les intérimaires. Alors, afin de pouvoir être éligible à la prime, le salarié doit remplir deux conditions, et c'était déjà le cas durant les années précédentes. Donc, premièrement, il doit être titulaire d'un contrat de travail, alors soit à la date de versement de la prime, soit de la signature de la décision unilatérale ou du dépôt de l'accord collectif. Donc, bien évidemment, c'est à l'employeur de choisir. Deuxième condition, et pour bien évidemment ouvrir droit aux exonérations, la rémunération qui est perçue par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime doit être inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC. Alors, comme en 2020, ça n'a pas changé, la limite des 3 SMIC, elle est calculée selon les mêmes modalités que celles retenues pour la réduction des cotisations d'allocations familiales et d'assurance maladie, qui se réfèrent en fait aux règles applicables pour la réduction Fillon. Par ailleurs, l'administration l'a d'ailleurs de nouveau confirmé dans une instruction ministérielle du 19 août 2021. Nous avons effectivement cette référence toujours aux 12 derniers mois qui précèdent le versement de la prime. Alors, à partir du moment où l'employeur décide de verser la prime, il doit respecter un certain formalisme que nous allons aborder dans cette deuxième question, qui est comment mettre en place la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Alors, l'employeur a le choix ici de prendre une décision unilatéralement ou de conclure un accord d'entreprise ou de groupe. Donc, en cas de décision latérale, bien évidemment, et ça n'a toujours pas changé, l'employeur doit en informer le CSE et ce, avant le versement de la prime. Et toujours pareil, l'instruction ministérielle précise que pour les employeurs de moins de 11 salariés, donc lorsqu'il n'y a pas d'obligation d'avoir un CSE, les employeurs doivent informer par tout moyen leurs salariés de leur décision de verser une prime. Alors, suite à cela, se pose la question de savoir si l'employeur doit respecter certaines échéances pour verser la prime. Donc, en effet, la loi prévoit que pour pouvoir bénéficier des exonérations, la prime doit être versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Alors, exception quand même pour les intérimaires, puisque il est admis que la prime soit versée de manière décalée par l'entreprise de travail temporaire par rapport à l'entreprise utilisatrice. Et donc, le versement doit être effectué ici avant le 31 juillet 2022.
Alors, une question qui se pose également, c'est le montant de la prime pour les salariés. C'est-à-dire, moi, en tant qu'employeur, est-ce que je dois attribuer le même montant pour tous les salariés? Alors, certes, comme nous l'avons vu précédemment, hein, lorsque la décision de versement de la prime a été prise, il n'est pas possible d'exclure certains salariés. Je ne peux pas expressément mentionner dans mon accord ou dans ma DUE que les apprentis ne pourront pas bénéficier de cette prime. C'est vraiment une prime qui a un caractère collectif. Par contre, l'employeur peut moduler le montant de la prime en fonction de certains critères qui sont limitativement énumérés par la loi. Donc, nous avons la rémunération, le niveau de classification, la durée de présence effective pendant l'année écoulée et la durée de travail prévue au contrat de travail. Alors, vigilance également sur un point, puisque l'année dernière, nous avions un tout nouveau critère qui était celui des conditions de travail dans le cadre de la crise sanitaire. Mais effectivement, la loi, cette année, n'a pas repris cette condition qui a été supprimée, donc plus de possibilité pour l'employeur de moduler en fonction de ce critère. Et puis, par ailleurs, il est rappelé que ces critères s'apprécient toujours pareil sur les 12 mois précédant le versement de la prime. Alors, nous allons maintenant traiter une question relativement récurrente suite aux nouveautés de cette année, à savoir dans quel cas l'employeur peut-il verser jusqu'à 2 000 € de prime. Alors, il est possible de verser la prime exonérée jusqu'à 1 000 € de cotisations et contributions sociales et d'impôts sur le revenu, sans conditions particulières. En revanche, il est possible dans certains cas de verser jusqu'à 2 000 € de prime exonérée. Donc, premier cas, lorsque l'employeur met en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de la prime, ou a conclu avant cette date un accord d'intéressement prenant effet avant le 31 mars 2022, je le rappelle, date butoir de versement de la prime. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxième cas et grande nouveauté de 2021, c'est lorsque l'employeur est engagé dans une démarche de valorisation des travailleurs de deuxième ligne que nous allons aborder un petit peu plus en détail tout à l'heure. Troisième cas, lorsque l'employeur est une association ou une fondation reconnue d'utilité publique ou d'intérêt général. Et quatrième cas, et nouveauté également 2021, lorsque l'employeur occupe moins de 50 salariés. Donc, si je suis une association, une fondation reconnue d'utilité publique ou d'intérêt général, ou si je suis une entreprise avec un effectif inférieur à 50 salariés, la limite d'exonération de 2 000 € s'applique automatiquement. Alors, ces cas particuliers suscitent d'autres questions, notamment celle de savoir si l'accord d'intéressement est soumis à une date limite de conclusion pour bénéficier de l'exonération de la prime. Bien évidemment, l'accord d'intéressement doit être conclu avant le versement de la prime. Néanmoins, l'administration précise que le dépôt de cet accord peut, quant à lui, être réalisé postérieurement au versement de la prime. Alors, les deux dernières questions que nous allons dorénavant aborder traitent de la nouveauté de 2021 sur les travailleurs dits de deuxième ligne. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'entend-on par travailleurs de deuxième ligne? Alors, là, si vous voulez, il n'y a pas de liste exhaustive avec certains métiers que l'on pourrait retrouver dans les textes. La loi, elle se contente de définir les travailleurs dits de deuxième ligne comme des salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée en 2020 et 2021
uniquement ou majoritairement sur site pendant les fameuses périodes d'urgence sanitaire. Donc en fait, il s'agit ici des salariés qui ont continué à travailler sur site durant les différentes phases de la crise sanitaire et ayant été les plus exposés au risque de contamination. La dernière question, elle porte sur ce nouveau cas d'exonération que nous avons abordé tout à l'heure, à savoir l'engagement de l'employeur dans une démarche de valorisation des travailleurs de deuxième ligne. Donc finalement, en quoi cela consiste-t-il? Donc, je le rappelle, pour bénéficier de la limite d'exonération de 2 000 €, l'employeur doit s'engager à valoriser les travailleurs de deuxième ligne sur au moins 2 des 5 thèmes qui sont listés par la loi. Donc, premier thème, la rémunération et la classification. Par exemple, je vais conclure un accord de revalorisation des grilles salariales ou je vais prévoir une meilleure progression salariale ou encore de carrière. Deuxième thème, la nature du contrat de travail. Ici, il peut s'agir d'une réduction de la part des CDD ou de passage d'un CDD à un CDI qui serait favorisé. Troisième thème, la santé et la sécurité au travail. Par exemple, une réduction des risques physiques ou psychosociaux au travail, ou encore une amélioration des moyens d'accès aux équipements de protection collective ou individuelle. Le quatrième thème, il s'agit de la durée du travail et articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale. Donc ici, on peut par exemple prévoir une limitation du recours aux horaires fractionnés, au travail de nuit ou du dimanche, ou même prévoir par exemple des dispositions sur les congés familiaux. Et dernier thème, la formation et l'évolution professionnelle. Ici, ce sera plutôt voilà, un accès à la formation, des transitions professionnelles ou encore une valorisation des acquis de l'expérience. Alors, pour ce faire, l'employeur va disposer de 3 moyens. Donc, premier moyen, il est couvert par un accord de branche ou d'entreprise prévoyant des mesures de revalorisation des métiers de deuxième ligne sur au moins 2 des 5 thèmes précités. Donc cet accord dit de revalorisation, bien évidemment, il va devoir identifier les salariés qui exercent un métier de deuxième ligne au sein de la branche ou de l'entreprise. Deuxième cas, il est couvert par un accord de branche ou d'entreprise dans lesquels les parties s'engagent à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers de deuxième ligne, toujours pareil, sur au moins 2 des 5 thèmes précités. Donc ici, l'engagement formel, il prend la forme de ce qu'on appelle un accord cadre au niveau de la branche ou de l'entreprise, s'engageant bien évidemment à entreprendre des négociations. Donc dans cet accord vigilance, on doit bien identifier les salariés de la branche ou de l'entreprise qui exercent un métier de la deuxième ligne. Cet accord doit fixer le calendrier des négociations qui devront s'ouvrir dans un délai maximum de 2 mois à compter de la signature de l'accord. Et il doit également prévoir les modalités de suivi des négociations et les thèmes, bien évidemment, traités lors de cette négociation. Et dernier et troisième moyen, l'employeur a engagé des négociations d'entreprise en ce sens, où il relève d'une branche ayant engagé de telles négociations. Alors, petite précision quand même, puisque l'administration a précisé que l'ouverture de négociations sur la thématique des travailleurs de la deuxième ligne figure sur le PV, procès verbal de la réunion de négociation, et que ces négociations doivent avoir été régulièrement et loyalement menées. Alors, dans les 2 derniers cas, les partenaires sociaux ne sont pas tenus d'aboutir à un accord. Bien évidemment, ils doivent seulement négocier loyalement sur la valorisation des métiers de deuxième ligne.
Dernière précision, il faut savoir que des travaux ont été engagés en termes de revalorisation des métiers de deuxième ligne au sein de 15 branches. Donc, ces 15 branches ont été identifiées comme couvrant la majorité de ces métiers. Donc, la plupart de ces branches ont déjà bien avancé sur cette thématique, comme par exemple le secteur de la propreté qui travaille sur la revalorisation des salaires, ou encore le commerce de détail qui lui aussi prévoit une revalorisation des salaires et voilà, essaie d'accompagner l'évolution des compétences. Donc nous arrivons à la fin de cette présentation en espérant qu'elle vous ait plu. N'oubliez pas qu'SVP vous permet de poser une question gratuite à un expert sur le site svp.com. Donc à l'adresse qui est inscrite sur le support de présentation, support que vous pouvez télécharger en cliquant sur le nom du document à gauche de votre écran, ou sinon il vous sera envoyé par mail prochainement. Bien évidemment, vous recevrez dans les prochaines heures un accès à la vidéo de cette présentation. Et voilà, sachez également que les questions que vous avez ou à les poser via GoToWebinar seront traitées dès que possible. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.